Certaines pertes ne vous brisent pas d'un seul coup. Elles le font lentement de la même manière que la rouille ronge le fer silencieusement, patiemment, jusqu'à ce qu'un matin vous tendiez la main vers quelque chose de solide et que votre main passe au travers. C'est ce que la disparition de Théo m'a fait. Bienvenue sur la chaîne. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement et rappelez-vous, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de faire le bon choix. Ils ont simplement choisi autrement. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner, vous allez adorer ce qui va suivre. Je veux que vous imaginiez quelque chose. Fermez les yeux. En fait, non. Gardez-les ouverts. Vous aurez besoin de voir ceci. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin pendant 4 ans et que la première pensée qui vous frappe, avant même que vos pieds ne touchent le sol, soit « Où est mon fils ?» Ce n'est plus une question, c'est devenu un réflexe, comme respirer, comme les battements de votre cœur qui ne demandent pas de permission. C'était ma vie. Mon nom est Marc Lefebvre. J'ai 51 ans. Je conduis une camionnette qui aurait dû être mise à la casse il y a 3 hivers et je vis dans un petit chalet à la lisière de Valsérène dans les Alpes, le genre de village où les gens ne font que passer en allant vers des destinations plus prestigieuses. J'étais comptable. J'avais une femme Anne qui sentait la vanille et riait trop fort à ses propres blagues. J'avais un fils Théo qui avait 17 ans, brillant et absolument nul en ski. Ce dernier détail compte. Retenez-le. C'était une sortie scolaire, la station du Pic du Cristal. 42 enfants, 4 accompagnateurs, une montagne. Et quelque part, entre la 2e descente de la journée et le déjeuner, Théo Lefebvre a cessé d'exister. Pas de corps, pas de mots, pas d'adieu. Juste un bâton de ski retrouvé à 300 mètres de la piste balisée, une empreinte de botte dans la neige qui s'arrêtait net, comme si Dieu lui-même s'était penché pour soulever mon fils de la terre, et un personnel de station qui est passé de la sympathie à la méfiance, puis au silence, en l'espace de 72 heures. Je me souviens de Luc Brasseur, le moniteur de ski assigné au groupe de Théo debout, dans le bureau de la station, les bras croisés, disant aux gendarmes « Je me suis retourné 2 minutes. 2 minutes, il était juste là. 2 minutes. » Mon fils disparu. Les gendarmes ont conclu à un accident tragique. Ils ont dit que Théo était probablement tombé dans l'un des ravins non répertoriés de la face nord. Ils ont dit que le terrain était impitoyable. Ils ont dit qu'ils avaient cherché aussi longtemps que les conditions le permettaient. J'ai dit « Cherchez plus longtemps ». Ils ne l'ont pas fait. Alors j'ai cherché moi-même. J'ai passé la première année à ne faire que cela. J'ai engagé 2 détectives privés. Je les ai virés tous les 2 quand j'ai réalisé que j'en payais un pour boire et l'autre pour être toujours d'accord avec moi. J'ai épuisé mes économies, puis l'assurance vie d'Anne, puis j'ai emprunté à Étienne Rocher, mon voisin, qui ne m'a jamais demandé quand je le rembourserais, ce qui est la définition même d'un véritable ami. Étienne m'apportait des plats que je n'avais pas demandés et s'asseyait sur mon porche sans rien dire. Un soir, j'ai fini par le regarder et je lui ai dit « Tu sais, tu n'es pas obligé de continuer à faire ça. » Il a juste à hausser les épaules et a répondu « Je sais ». Cet homme m'a sauvé la vie au moins 4 fois, sans que l'un ou l'autre ne l'admette jamais. Mais même Étienne ne pouvait pas me sauver de ce que la 4e année avait fait de moi. À ce moment-là, les pistes étaient taries. Le groupe Facebook que j'avais créé, Retrouver Théo Lefebvre, était devenu silencieux. Les journalistes qui avaient brièvement trouvé mon histoire intéressante étaient montés passés à des deuils plus récents. Et j'étais assis dans ce chalet entouré de 4 ans d'emails, imprimés de cartes épinglées de documents surlignés et de café froid, ressemblant à un homme qui avait confondu l'obsession avec l'espoir. Je n'allais pas bien, je le savais. Je m'en fichais éperdument. C'était un mardi de février quand Julien a débarqué. Je m'en souviens parce que j'étais en train de me disputer avec ma camionnette. Le moteur avait encore calé dans mon allée et j'étais debout dans 15 centimètres de neige fraîche, en chaussons penchés sous le capot comme si j'avais la moindre idée de ce que je regardais hurlant contre ce moteur, des choses que la politesse m'interdit de répéter ici. C'est là que j'ai entendu les pneus.
Une voiture remontait lentement le chemin de gravier derrière moi, un mouvement lent délibéré. Le genre de lenteur qui signifie que celui qui conduit est déjà venu ici 1000 fois dans sa tête avant d'arriver en personne. Je ne me suis pas retourné tout de suite, supposant que c'était Étienne avec un autre gratin non sollicité. J'ai juste crié. Si c'est de la nourriture, pose-la sur le porche. Si c'est une mauvaise nouvelle, fais demi-tour. Des bruits de pas dans la neige et une voix que je n'avais pas entendue depuis 11 ans a dit, toujours en train de parler aux objets inanimés à ce que je vois. Je me suis retourné si vite que je me suis cogné la tête contre le capot. Julien, mon frère Julien, à qui je n'avais pas parlé depuis les obsèques d'Anne, où nous nous étions dit des choses qu'on ne peut pas effacer facilement, se tenait dans mon allée dans un manteau de laine anthracite, les mains dans les poches à côté d'une Mercedes noire qui n'avait absolument rien à faire sur un chemin de terre à Val-Sérène. Il avait vieilli, bien sûr, mais il respirait aussi l'argent domaine où il avait toujours été plus doué que moi. Et il ressemblait à quelqu'un qui avait répété ce moment plusieurs fois et n'était toujours pas sûr que ça se passerait bien. Un homme prudent. Je me suis dégagé du moteur, je me suis redressé, et je l'ai fixé pendant ce qui m'a semblé être une minute entière. La neige tombait doucement entre nous, comme si l'univers pensait que la scène manquait d'atmosphère. Finalement, j'ai dit « Tu ne manques pas de culot. » Et c'est ce... Et tout, et il a répondu « Je sais. » Et 11 ans, Julien. Et il a dit « Guppy, je sais. » Tu n'as même pas appelé. Et c'est là qu'il a dit la chose qui a balayé toutes les paroles de colère que je m'apprêtais à lui lancer. Il a dit « Marc, monte dans la voiture. Je sais où est Théo. » Le monde ne s'est pas arrêté. C'est ce que personne ne vous dit. Quand le moment que vous avez passé 4 ans à prier arrive enfin, le monde ne s'arrête pas de tourner. Un oiseau a continué de chanter dans les arbres. Le moteur de ma camionnette faisait des petits cliquetis en refroidissant. La neige continuait de tomber. Mais moi, je me suis arrêté. Chaque molécule de mon corps, Bédésso, s'est figée. J'ai regardé le visage de mon frère. Julien a toujours été beaucoup de choses fuyant ambitieux, parfois exaspérant, mais il n'a jamais été pas une seule fois dans sa vie un menteur. C'était le seul respect un peu forcé que j'avais pour lui. Cet homme ne mentait pas. Il ne mentait pas maintenant. Je le voyais à sa posture, pas celle de quelqu'un qui apporte de l'espoir, mais celle de quelqu'un qui apporte un fardeau. Comme si ce qu'il savait était une charge qu'il portait depuis un moment et que c'était insupportable. J'ai pris une inspiration puis une autre. J'ai regardé mes chaussons puis j'ai relevé les yeux vers lui. « Laisse-moi 2 minutes pour mettre de vraies chaussures. » Il a presque souri. Presque. « Prends-en 3, a-t-il dit. On a une longue route à faire. » J'ai attrapé mes bottes, ma veste, et la seule chose que je gardais toujours sur le plan de travail de la cuisine, une photo de Théo Dixet en souriant, comme s'il possédait le monde debout, au pied du pic du cristal, avec ses bâtons de ski croisés en X, portant ce ridicule casque jaune qu'Anne lui avait acheté, parce qu'elle disait dès que ça le rendrait facile à repérer sur les pistes. Facile à repérer. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste, juste contre mon cœur, et je suis sorti vers la Mercedes de mon frère. Quoi que Julien sache où que cette route nous mène, j'attendais cela depuis 4 ans. J'étais prêt. Enfin, c'est ce que je pensais. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, faites-nous une petite faveur, abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent, sans jamais le faire, mais ça ne vous coûte rien, et ça signifie énormément pour nous. Merci, vraiment. Il y a un silence particulier qui s'installe entre 2 frères qui ne se sont pas parlé depuis 11 ans. Ce n'est pas paisible, ce n'est pas confortable. C'est le genre de silence qui est rempli de vieux meubles, de vieilles disputes, de vieilles blessures de maudits devant une tombe que personne n'a su retirer. Cela remplit une voiture comme la fumée remplit une pièce lentement, totalement, jusqu'à ce que respirer devienne un effort conscient. Julien conduisait, je restais assis. Pendant les 20 premières minutes, aucun de nous n'a dit un mot. Je regardais les paysages alpins défiler par la fenêtre, les mélèzes nues, le ciel gris, les routes enneigées.
Et je pensais à toutes les versions de cette conversation que j'avais imaginées au fil des ans. Toutes les choses que je dirais à Julien, si je le revoyais, les accusations, les questions, les 11 ans de silence que j'avais prévu de lui rendre comme une facture qu'il me devait. Aucune de ces conversations ne commençait par « je sais où est Théo ». Tiens, si t'attends, comme des tomimes. Alors j'ai jeté le scénario. Finalement, sans le regarder, j'ai demandé « Depuis combien de temps le sais-tu » Sa mâchoire s'est contractée. Ses mains ont bougé sur le volant. « 8 mois, a-t-il dit. Je me suis tourné vers lui si brusquement que la ceinture de sécurité s'est bloquée contre ma poitrine. « 8 mois, Julien. Tu le sais depuis 8 mois et ce n'est que maintenant que... » Je devais en être sûr, a-t-il dit calmement mais fermement de la même manière qu'il tranchait les disputes quand nous étions gamins, comme si hausser le ton était au-dessous de lui. Ce que j'ai trouvé, ce dans quoi j'ai mis les pieds, je devais en vérifier chaque détail avant de venir te voir. Parce que si j'étais venu vers toi avec seulement la moitié de l'histoire, tu y serais allé tête baissée et tu aurais fait tuer Théo. Ce mot est tombé comme une brique à travers une vitre. Tuer. Je me suis adossé à mon siège. Ma gorge est devenue sèche. Raconte-moi tout depuis le début, ai-je dit, et n'oubliez rien. Julien était auditeur pour les budgets de la défense. Pendant 11 ans, alors que je perdais tout à Valsérène, mon frère se déplaçait discrètement dans les couloirs des marchés publics, suivant les pistes d'argent. Il était doué, agaçant de talent. Le genre de talent qui fait que les gens puissants ont à la fois besoin de vous et vous détestent. 8 mois plus tôt, il avait été chargé d'auditer un sous-traitant appelé le groupe Arcturus, une entreprise privée proche du secteur de la défense. Sur le papier, il gérait des centres de formation en milieu sauvage pour diverses agences gouvernementales, programmes de survie logistique hors réseau, ce genre de choses. Il s'est arrêté un instant et m'a jeté un regard. « Tu n'as jamais entendu parler d'eux », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'aurais dû. Personne ne les connaît. C'est fait exprès. Il avait commencé à éplucher leurs comptes, a-t-il expliqué, et quelque chose ne collait pas. Arcturus possédait 3 centres enregistrés tous dans des régions montagneuses, tous isolés, tous répertoriés, sous des codes de programmes fédéraux vagues qui ne renvoyaient à aucune agence publique connue. L'un de ces centres se trouvait à 18 km au nord-est de la station du Pic du Cristal. J'ai senti un froid me traverser, un froid qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. « Continue », ai-je dit. Julien avait commencé à creuser avec précaution de la manière dont on creuse quand on soupçonne que le sol est piégé. Ce qu'il a découvert enterré sous des couches de sociétés écrans et de codes d'approvisionnement classifiés, c'était un programme appelé « Étoile du Nord ». Sur le papier, Étoile du Nord était un programme d'endurance et de résilience cognitive formant des recrues exceptionnelles pour des missions de terrain à long terme dans des environnements extrêmes. Le genre de programme qui sélectionnait des jeunes physiquement capables, mentalement vifs, et c'est là que mon estomac s'est noué, sans attache, pas de liens familiaux, fort personne pour venir les chercher. Mais quelque part, en route, quelqu'un au sein d'Étoile du Nord était devenu ambitieux ou paresseux, ou les deux car ils avaient arrêté d'attendre des recrues volontaires et avaient commencé à les choisir. Des jeunes, des adolescents, surtout des profils d'exception athlètes, élèves brillants, enfants, ayant des instincts de survie documentés. Ils identifiaient dans les candidats via les dossiers publics, les performances scolaires, les registres sportifs, puis ils attendaient une opportunité. Une sortie scolaire au ski, ai-je lâché. Ma voix ne semblait pas être la mienne. Julien a hoché la tête lentement. L'école de Théo avait déposé le dossier du voyage au Pic du Cristal, auprès du rectorat, 6 semaines avant le départ, a-t-il dit. Son dossier scolaire figurait dans le registre des élèves à haut potentiel. Ses temps en cross-country étaient publics sur la page sport du lycée. Il a marqué une pause. Marc, ils n'ont pas pris Théo au hasard. Ils l'ont choisi, des mois avant ce voyage. Bon. J'ai posé ma main à plat sur le tableau de bord. J'avais besoin de quelque chose de solide. « Il est vivant », ai-je dit.
Ce n'était pas une question non plus. Je devais le dire comme un fait, comme la gravité, comme quelque chose sur quoi je pouvais me tenir debout. Julien m'a regardé. « Et il est vivant », a-t-il confirmé. « Qui est si j'ai vu une photo. » Et on se dit. Je vous le dis honnêtement, je n'ai pleuré que 3 fois à l'âge adulte quand ma mère est morte. Quand Anne est morte, quand Anne est morte. Et une fois seul dans ma camionnette, devant une station-service, lors de ma 2e année de recherche, quand je m'étais enfin autorisé à envisager pendant 30 terribles minutes que Théo ne rentrerait peut-être jamais. Je n'ai pas pleuré dans la voiture de Julien, mais c'est ce qui s'en est rapproché le plus depuis cette station-service. Je me suis tourné vers la vitre pour que mon frère ne voie pas mon visage, et je suis resté ainsi pendant des kilomètres. Puis j'ai demandé « Où est-il » ? « Dans un centre dans les Hautes-Alpes », a dit Julien. « Et soit, près de la frontière italienne, isolé. La propriété est enregistrée comme une station de recherche forestière privée. Elle n'est sur aucune carte accessible aux civils. » Combien de personnes sont là-bas avec lui? D'après ce que j'ai pu compter, 14 recrues actives plus le personnel. C'est Victor Alliot qui dirige l'opération sur place. Un ancien des forces spéciales, pas le genre d'homme qui fait des erreurs. Victor Alliot. J'ai gravé ce nom dans un coin sombre de ma mémoire. « Et la photo ?» ai-je demandé. « Comment l'as-tu eue ?» Julien a gardé le silence un instant. « J'ai un contact à l'intérieur du programme, » a-t-il dit prudemment. « Et quelqu'un qui est là depuis le début et qui n'est pas à l'aise avec la tournure que prennent les événements. » Un autre silence. « Asme. Elle s'appelle Hélène Maréchal. Elle est psychologue comportementale. Elle a été engagée pour évaluer l'adaptation mentale des recrues, s'assurer que la transition était viable. » Il a prononcé ce dernier mot avec dégoût. « Elle m'a contacté via un canal sécurisé il y a 3 mois. Elle me transmet des informations depuis. Et toi aussi, pourquoi ?» ai-je demandé. Pourquoi risquerait-elle cela? Les mains de Julien se sont crispées sur le volant. « Parce que Théo ne s'adapte pas, » a-t-il dit doucement. « Il n'a jamais totalement cédé. Après 4 ans, il demande encore après toi. Il parle encore de la maison. Ils ont tout essayé pour rediriger cela. Nouvelle identité, conditionnement, intensif, protocole d'isolement. Il s'est arrêté. Il résiste depuis le premier jour, et Victor Alliot a perdu patience face à cette résistance. Le froid m'a envahi, à nouveau plus rapide cette fois. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé. « Et vous aussi, toi, qui se passe quand Alliot perd patience ?» Julien n'a pas répondu tout de suite. « Oh, Julien, qu'est-ce qui se passe ?» « Il ne garde pas ceux qui refusent de s'engager, » a-t-il dit simplement. « C'est moi, si c'est la règle. Elle existe depuis le début. Ils considèrent une recrue non engagée comme une menace pour la sécurité. » Il m'a jeté un regard rapide avant de se reconcentrer sur la route. « Monsieur Charme. » Hélène dit qu'ils ont donné 60 jours à Théo. Après cela, il le reclasse. « Reclasse », ai-je répété. C'est un mot très propre pour quelque chose qui a l'air très sale. « Oui », a répondu Julien, « ça l'est. Nous avons roulé encore 20 minutes avant que je ne reprenne la parole. Je faisais les calculs dans ma tête. 60 jours. 60 jours. À partir de quand? Combien s'était déjà écoulé? Il y a combien de temps qu'Hélène t'a dit ça? Ai-je demandé. 19 jours. 41 jours. Il nous restait 41 jours. J'ai expiré lentement par le nez. Où allons-nous maintenant? Ai-je demandé. Aujourd'hui même, où s'arrête cette route? Dans un hôtel à Annecy, a dit Julien. Hélène nous y rejoint ce soir. Elle a quitté le centre il y a 4 jours. Elle a dit à Alliot qu'elle avait besoin d'un congé personnel. Il lui a donné 1 semaine. Après cela, il deviendra méfiant. Et ce m'enseigner tôt,
Donc, c'est elle le plan, ai-je dit. Emma. Elle est le début du plan, a corrigé Julien. Elle connaît la configuration, les rotations du personnel, les protocoles de sécurité. Elle sait où Théo est logé son emploi du temps, les angles morts des caméras. Pot. J'ai hoché la tête. Mon cerveau était déjà en train de passer du deuil à quelque chose de plus tranchant, quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis 4 ans, une raison d'être. Une dernière question, ai-je dit. Ouais, je t'écoute. Je me suis tourné vers mon frère. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis qu'il était arrivé chez moi. Et quoi? Pourquoi es-tu venu me voir? Ai-je demandé. Tu aurais pu aller voir les autorités, un journaliste, un député, quelqu'un qui a un vrai pouvoir. Pourquoi conduire jusqu'à un chalet paumé à Valsérène pour ramasser l'épave qu'est devenu ton frère? Le bourdonnement de la route nous entourait. Puis il a dit « Parce que ce n'est pas mon fils Marc et ce n'est pas mon combat. » Il a marqué une pause. « Mais c'est mon neveu et j'ai passé 11 ans à être le genre d'homme qui évite les choses difficiles. » Sa voix a légèrement changé, révélant quelque chose qui semblait attendre depuis longtemps de sortir. J'ai fini d'être cet homme-là. Je n'ai rien dit, lui non plus. Mais quelque part entre Valsérène et Annecy, dans une Mercedes noire sur une route enneigée, 11 ans de silence se sont discrètement repliés pour laisser la place à l'action. Nous avions 41 jours. Nous avions une psychologue à l'intérieur. Nous avions un frère qui s'était enfin manifesté. Et nous avions Théo, mon fils, qui se battait encore après 4 ans, qui réclamait encore sa maison. Il m'attendait et j'arrivais. Si vous écoutez nos histoires depuis un moment et que vous voulez que ça continue, aidez-nous en cliquant sur le bouton « J'aime » puis abonnez-vous. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui permet à tout cela de fonctionner. Alors merci vraiment. Il y a un moment dans la vie de chaque homme où il cesse de subir pour commencer à décider, où la douleur lâche le volant pour vous laisser conduire à nouveau. Pour moi, ce moment est arrivé dans une chambre d'hôtel à Annecy, à 23h17, assise en face d'une femme que je n'avais jamais rencontrée, mais qui avait vu mon fils plus récemment que moi. Je la regardais étaler des plans dessinés à la main sur le couvre-lit, comme si nous préparions une opération militaire. Ce qui, pour être honnête, était exactement ce que nous faisions. Hélène Maréchal n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je ne sais pas trop ce que j'imaginais, quelqu'un de nerveux, peut-être rongé par la culpabilité, le genre de personne qui se tord les mains et parle à voix basse en demandant sans cesse d'être rassurée. Hélène Maréchal ne faisait rien de tout cela. Elle était calme, précise, et parlait comme les chirurgiens doivent parler avant d'opérer, des phrases nettes, aucun mot inutile, des yeux qui avaient clairement vu des choses qu'elle avait décidé de ne plus tolérer. Elle m'a serré la main quand Julien nous a présentés, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Votre fils a votre mâchoire. J'ai pensé que vous devriez le savoir tout de suite. » J'ai dû fixer le plafond pendant une seconde. « Merci », ai-je réussi à articuler. Elle a hoché la tête et est passée aux choses sérieuses. Voici ce qu'Hélène a exposé sur ce lit d'hôtel. Le centre Arcturus Étoile du Nord s'étendait sur 160 hectares de forêt dense dans les Alpes. Une seule route d'accès surveillée, fermée par une grille, avec une rotation des gardes toutes sitôt les 6 heures. Le complexe lui-même comprenait 7 structures, le bâtiment administratif, 2 dortoirs, un complexe d'entraînement, une unité médicale, un entrepôt de matériel et ce qu'Hélène a appelé d'un ton qui m'a fait contracter les muscles, l'aile d'ajustement. C'était là qu'ils envoyaient les recrues qui peinaient à se soumettre. Théo était dans l'aile d'ajustement depuis 3 semaines. Victor Alliot, j'avais commencé à me faire une image mentale de cet homme depuis que Julien avait prononcé son nom, dirigeait une équipe de 22 personnes. 12 s'occupaient de la sécurité opérationnelle. Les autres étaient des instructeurs du personnel médical et administratif. Tout le monde était trié sur le volet. Tout le monde avait signé assez de clauses de confidentialité pour tapisser un tribunal. « Comment on entre ?» a demandé Julien. Hélène l'a regardé calmement. « On n'entre pas » a-t-elle dit. « Pas par le devant. »
Elle a désigné une section de la carte, le périmètre est du centre. Bon. Ici. La clôture de délimitation a un couloir de maintenance qui longe la lisière de la forêt. Il est vérifié une fois toutes les 48 heures. La dernière vérification a eu lieu ce matin. Elle a relevé la tête. Nous avons 47 heures avant que quelqu'un ne repasse par là. Je me suis penché. Et Théo? Il a au prix d'ajustement côté et du bâtiment rez-de-chaussée. Elle a tapoté la carte. Il y a un panneau d'accès à la ventilation sur le mur extérieur. Il n'est pas sous alarme. Ils n'ont jamais pensé que quelqu'un pourrait entrer par là. Leur seule inquiétude, c'est que les gens sortent. Leur première erreur, ai-je dit. L'une des nombreuses, a ajouté Hélène doucement. Et quelque chose dans sa voix me disait qu'elle recensait ses erreurs depuis bien longtemps. Nous avons quitté Annecy à 3 heures du matin. Julien conduisait. Hélène guidait. J'étais assis à l'arrière avec la photo de Théo à la main et un silence dans la poitrine totalement différent de celui qui régnait dans la voiture plus tôt. Celui-ci n'était pas pesant. Il était chargé comme une arme prête à tirer. 14 heures de route jusqu'au fin fond des Alpes. Nous nous sommes arrêtés une fois pour faire le plein et boire un café infâme. Julien a essayé de me donner un sandwich quelque part près de Gap et je l'ai regardé comme s'il m'avait personnellement insulté. « Tu dois manger », a-t-il dit. « J'ai besoin de mon fils. Et tu peux faire les deux. » J'ai mangé le sandwich. Il était horrible. Je ne l'ai pas dit parce qu'il avait raison et que j'essayais de me comporter en adulte. Nous sommes arrivés à la lisière de la forêt à la tombée de la nuit le lendemain. Nous avons caché la Mercedes sur un chemin forestier à 1 kilomètre de là et avons couvert le reste du trajet à pied dans une neige qui nous arrivait aux genoux. Je ne vais pas vous mentir en disant que je n'avais pas peur. L'honnêteté m'oblige à dire le contraire. Mon cœur battait d'une façon dont les cœurs ne sont pas censés battre sur la durée. Mes mains étaient gelées dans mes gants. Chaque branche qui craquait sous mes pas résonnait à mes oreilles comme un coup de feu. Mais voilà le secret de 4 années passées à aimer quelqu'un qu'on ne trouve pas cela, forge une forme particulière d'entêtement, un refus d'être arrêté par des choses normales comme la peur ou le bon sens. J'avais franchi la ligne entre la prudence et la détermination absolue quelque part vers la 2e année et il n'y avait pas de retour possible. Hélène a trouvé le couloir de maintenance exactement là où elle l'avait dit. La clôture était en grillage simple partiellement masqué par une végétation sauvage, clairement pas une priorité pour un site qui comptait plus sur son secret que sur son périmètre. Nous sommes passés en moins de 3 minutes. L'aile d'ajustement était un bâtiment gris et sans relief conçu, semblait-il pour signifier que tout espoir était banni de ce lieu. Je l'ai détesté immédiatement. Hélène nous a menés au mur extérieur. Le panneau de ventilation était là un carré de métal de 60 cm² vis amovible avec l'outil multifonction que Julien avait eu l'intelligence d'apporter et que je n'avais pas encore pensé à le remercier d'avoir pris. Julien s'est occupé des vis. Je m'accroupissais à ses côtés. Une fois à l'intérieur, a chuchoté Hélène, le couloir part sur la gauche. Théo est à la 3e porte. Elle ne sera pas verrouillée de l'extérieur. Il compte sur la soumission psychologique plus que sur les verrous à ce stade. Soumission psychologique. J'ai ajouté cela à la liste des comptes que Victor Alliot allait devoir régler. « Et Alliot ?» ai-je demandé. « Bâtiment administratif » a-t-elle répondu. « Et c'est service de nuit. Il ne sera pas dans cette aile. » « Alors, on y va avant que ça change », a dit Julien en retirant le panneau. Le conduit à l'intérieur était sombre et étroit et sentait le désinfectant industriel mélangé à une odeur de renfermé qui m'a serré le cœur. Première porte, 2e, porte, 3e porte. J'ai posé ma main à plat contre elle, j'ai pris une inspiration puis j'ai poussé. La pièce était minuscule. Un lit de camp, un bureau, une unique fenêtre à barreaux
laissant entrer un rectangle de lumière de lune. Et assis sur le bord de ce lit encore éveillé après de minuit, les coudes sur les genoux et la tête basse se tenaient. Mon fils vint, et, maintenant les épaules, plus larges que dans mes souvenirs, les cheveux plus courts, une cicatrice, le long de sa mâchoire gauche, qu'il n'avait pas avant. Mais la façon dont il a levé les yeux quand la porte s'est ouverte, ce réflexe, cette alerte instantanée, j'ai reconnu cela. Je l'avais vu 10 000 fois. Je l'avais vu se développer depuis qu'il avait 3 ans quand il entendait un bruit étrange dans la maison et qu'il allait voir au lieu de se cacher. Il avait toujours été courageux. Toujours. Même avant qu'il ne mette la main sur lui. Il m'a fixé. Je l'ai fixé. 4 ans de recherche de nuit sans sommeil, de café froid, de fausses pistes d'argent empruntées et de plats d'Étienne Rocher, 4 ans se sont effondrés, en environ 4 secondes, d'une réalité pure muette et désorientante. Puis Théo a dit d'une voix plus grave que dans mes souvenirs et plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu, « Papa ». Et j'ai répondu parce que je suis apparemment incapable d'une réaction humaine normale. Sous pression, j'ai dit « Tu as toujours des goûts atroces en matière de casque. » J'espère qu'il a craqué le premier. J'ai craqué une demi-seconde plus tard. Et quelque part dans cette petite chambre grise et horrible, nous nous sommes retrouvés et j'ai serré mon fils dans mes bras pour la première fois en 4 ans. Je veux que vous compreniez, je ne suis pas un petit gabarit, et Théo était devenu presque aussi grand que moi. Nous devions avoir l'air absolument ridicule. Je m'en fichais éperdument. Nous avions 7 minutes avant la prochaine ronde interne. Théo a bougé vite sans hésiter, comme si une partie de lui avait été prête et emballée pour ce moment précis. Il n'a rien pris dans cette chambre. Il n'y avait rien qui valait la peine d'être emporté. Nous sommes repartis par le conduit de ventilation, avons traversé la clôture et rejoint la forêt. Nous étions presque à la Mercedes quand les projecteurs extérieurs du centre se sont allumés derrière nous. « Courez !» a dit Hélène avec un calme absolu, comme si elle suggérait une simple promenade. Nous avons couru. C'est ici que je vous parle de la vengeance. Parce que vous êtes venus pour ça, je vous l'ai promise, et je suis un homme de parole. Nous n'avons pas brûlé le centre. Nous n'avons pas exfiltré Théo sous la menace des armes ou laissé une traînée de gardes inconscients dans la neige. Nous ne sommes pas ces gens-là. Ce que nous avons fait était bien plus définitif. Hélène Maréchal n'avait pas passé 3 mois à donner des informations à Julien, juste pour aider un père à sauver son fils. Elle avait passé 3 mois à monter un dossier. Chaque document, chaque photo, chaque communication interne à laquelle elle avait pu accéder, tout était copié crypté et stocké sur une clé USB qu'elle gardait cousue dans la doublure de son manteau depuis 11 semaines. Cette clé a été envoyée à 3 endroits simultanément le lendemain matin de l'évasion de Théo à un enquêteur de la gendarmerie que Julien avait discrètement approché depuis 2 ans, à une journaliste d'un grand quotidien national spécialisé dans les dérives des entreprises de défense, et à un sénateur de la Commission des Affaires étrangères qui se posait déjà des questions inconfortables sur les contrats du groupe Arturus depuis des mois et se heurtait à un mur. Ils n'ont pas pu bloquer les 3 à la fois. En moins de 72 heures, Geshisha, Étoile du Nord, faisait l'objet d'une enquête nationale. En 3 semaines, le centre était perquisitionné. Victor Alliot a été arrêté un lundi matin. Je le sais parce qu'Hélène m'a envoyé un message de 2 mots quand c'est arrivé. C'est fait. Les 13 autres jeunes présents dans le centre ont été récupérés et rendus à leurs familles. Je ne décrirai pas ces retrouvailles, car elles appartiennent à ces familles, pas à cette histoire, mais je peux vous dire que j'ai suivi les nouvelles de chacune d'entre elles. J'ai gardé une liste de leurs noms, et je l'ai encore. Le groupe Arturus ça a été dissous par décision de justice 4 mois plus tard. Chaque dirigeant qui avait validé Étoile du Nord, chaque personne assise dans une salle de réunion qui avait approuvé l'enlèvement d'enfants en appelant cela un programme, a fait face à des poursuites pénales. Ce ne fut pas une justice rapide, ce ne fut pas une justice spectaculaire.
Ce fut le genre de justice lente, administrative et lourde qui ne fait pas de bons films, mais qui a l'énorme avantage d'être irréversible. Cela me suffisait. Étienne Rocher a pleuré quand nous sommes revenus à Valsérène. Il a vraiment pleuré, ce que je n'aurais jamais imaginé, et qu'il a immédiatement nié. « J'ai un truc dans l'œil », a-t-il dit en s'essuyant le visage brusquement. « Dans les 2 yeux », a demandé Théo. Étienne l'a pointé du doigt. « Je ne te connais pas encore assez pour que tu fasses le malin avec moi. »« Mais tu parles sur mes bis. » Théo a souri. Et je veux vous parler de ce sourire parce que c'était le même. 4 ans, un nom différent, une aile d'ajustement, toute l'organisation de Victor Alliot, et c'était toujours le même sourire. Celui qui lui servait à se sortir d'affaire avec Anne, celui qu'elle lui avait transmis son sourire à elle, sur son visage à lui. Il y a des choses finalement qu'ils ne peuvent pas prendre. Julien est resté 2 semaines. Le dernier soir, nous étions assis sur mon porche, ce même porche où Étienne avait monté la garde pendant 4 ans, et nous avons partagé une bouteille de quelque chose qu'aucun de nous ne boirait normalement. Nous étions assis dans un silence qui avait enfin perdu tout son poids. À un moment, il a dit « J'aurais dû venir plus tôt à Valsérène. Après Anne, j'aurais dû être là. Je suis désolé, Marc. » Et j'ai regardé mon frère qui avait audité son chemin à travers une conspiration, conduit une Mercedes sur un chemin de terre, dévissé un panneau de ventilation dans la montagne et m'avait rendu mon fils. Et j'ai dit « Tu es venu quand ça comptait le plus. Ce n'est pas rien, Julien. » Il a hoché la tête, regardant la forêt sombre. « Non, » a-t-il dit doucement. « Je suppose que non. » Côte à côte dans l'allée, lui sachant enfin ce qu'il regardait sous le capot. Apparemment, l'entraînement de survie a des compétences transférables, et moi lui tendant les outils en faisant semblant de comprendre ses explications. À un moment, il m'a regardé et a dit « Tu as vraiment tout dépensé, n'est-ce pas, pour essayer de me retrouver ?»« Jusqu'au dernier centime, » ai-je répondu. Il est resté silencieux un moment. Je savais que tu le ferais. Tout le temps où j'étais là-bas quand ça devenait insupportable, c'est à ça que je me raccrochais. Je me disais, il n'a pas arrêté de chercher, il ne s'arrêtera jamais. J'ai regardé mon fils debout dans l'allée sous le soleil printanier des Alpes, et j'ai pensé à ces 4 années de café froid d'impasse, d'argent emprunté et de gratin d'Étienne. J'ai pensé à un casque de ski jaune et à une empreinte de botte dans la neige qui s'arrêtait comme si Dieu s'était penché pour soulever mon petit garçon de la terre. Et j'ai dit, je veux que tu saches quelque chose, Théo. Je veux que tu l'entendes et que tu le gardes précieusement. Et il m'a regardé. Il n'existe aucune version de ce monde, ai-je dit, dans laquelle je m'arrête. Ah. Il a soutenu mon regard un long moment. Puis ce sourire, le sourire d'Anne, son sourire à lui, celui qu'ils n'ont pas pu lui prendre, a éclairé son visage. Il m'a tendu une clé anglaise et a dit « Maintenant, tiens ça pendant que je te montre ce qui ne va vraiment pas avec ce moteur. Certaines pertes ne vous brisent pas d'un seul coup, mais certaines choses, quand elles reviennent enfin avec obstination et contre toute attente, vous reconstruisent de la même manière, doucement, patiemment pièce par pièce, jusqu'à ce qu'un matin vous tendiez la main vers quelque chose de solide et que ce soit là. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant pour plus d'histoires authentiques et fortes. Et comme toujours, merci de faire partie de cet espace.